Mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Mesdames, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi certaines femmes sont absolument mémorables? Pourquoi certaines femmes, avec le temps, les époques qui passent, eh bien, leur aura, leur énergie, ce qu'elles étaient ou ce qu'elles incarnaient perdure et continue autant de faire sensation dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, mesdames, nous allons nous intéresser à une figure extrêmement importante, notamment dans cette notion de féminité. Eh bien, ça va être Cléopâtre. Voyez-vous, Cléopâtre, elle est une femme qui aujourd'hui fait encore sensation lorsqu'on évoque ce nom. Certaines personnes vont penser immédiatement à la notion de beauté. C'est une femme dont la notion de beauté et de féminité est intimement rattachée. D'autres personnes penseront à son intelligence. D'autres penseront notamment à ses relations amoureuses avec les différents hommes avec lesquels elle a pu entretenir un lien conjugal. Je pense notamment ici à l'empereur Jules César, Marc-Antoine, qui étaient des hommes extrêmement puissants à l'époque où elle régnait en Égypte. Il faut savoir que Cléopâtre, c'était une reine. Elle était issue notamment de la dynastie des Ptolémées, qui est une dynastie qui était extrêmement forte et puissante en Égypte. Elle a régné notamment, cette dynastie a régné en Égypte notamment de l'an 305 à l'an 30 avant Jésus-Christ. Et notamment, Cléopâtre elle-même a régné également en cohabitation avec son frère. Elle avait deux frères. Et cette femme, aujourd'hui, elle incarne pour beaucoup, dans l'esprit de beaucoup, elle incarne cette notion de beauté, de féminité. Elle a su notamment créer autour d'elle une aura, et une aura extrêmement forte, notamment due à sa polarité. Nous avons parlé ensemble, mesdames, des différentes polarités. On a parlé ensemble dans la dernière vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder, mesdames. Je vous faisais part notamment de la notion de polarité, à quel point cette notion de polarité est importante dans la structure archétypale féminine. Parce que nous avons tous, quand je dis tous, les hommes y compris, une polarité intérieure. À l'intérieur de nous, il y a toujours ce côté positif et le côté négatif. Et c'est l'équilibre entre ces deux points de jonction qui va faire la personne que vous êtes. Et Cléopâtre notamment, c'était une femme, elle portait certainement cet archétype de la reine. Elle était gouvernée par l'expansion, par le pouvoir, par l'impact et surtout par le désir d'avoir de l'influence. Les femmes qui portent cet archétype de la reine sont souvent des femmes qui ont ces quatre caractéristiques: l'expansion, le pouvoir, l'influence et l'impact. D'accord? Mais elle n'avait pas que cet archétype qui la gouvernait. Ce qui va faire que c'est une femme qui aujourd'hui encore reste mémorable, c'est qu'elle a su maîtriser sa structure archétypale notamment, parce qu'elle est une femme également qui portait l'archétype de la courtisane. Voyez-vous, elle est connue pour avoir eu des relations notamment conjugales avec des hommes extrêmement puissants, qui est le propre même des femmes en général qui portent cet archétype de la courtisane. À cet archétype de la courtisane est souvent associée notamment cette notion de féminité. Les femmes qui portent cet archétype, elles ont ce qu'on appelle un sex appeal qui est extrêmement fort. Voyez-vous, le sex appeal, c'est vraiment la capacité qu'a une personne à inspirer ou notamment à projeter le désir. Nous allons y revenir un petit peu plus tard, notamment dans cette notion de sex appeal et de désir, parce que c'est précisément ça, la maîtrise de ce sex appeal et de ce désir qu'elle crée auprès des hommes qui l'a rendue mémorable. D'autre part, mesdames, il faut savoir que au-delà de la beauté ou encore de sa vie sentimentale, Cléopâtre était connue de son temps pour être une femme d'une intelligence remarquable. C'est souvent quelque chose, une partie d'elle notamment, qui passe souvent à la trappe. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Cléopâtre, on évoque notamment ce nom, beaucoup d'entre nous, nous pensons directement à cette notion de beauté. En réalité, Cléopâtre, beaucoup d'historiens disent qu'elle n'était pas une femme qui était particulièrement belle. Au regard notamment qu'on fait des fouilles archéologiques par rapport à sa structure notamment faciale et de son visage, elle ne correspondait pas aux standards de beauté de l'époque. Je vous le rappelle, elle était égyptienne
et à quel point les femmes égyptiennes, pour elles, cette notion de beauté était vraiment extrêmement importante. Pourtant, malgré qu'elle ne semblait pas correspondre absolument aux standards de beauté de l'époque, c'est une femme qui a su avoir notamment des relations amoureuses, en tout cas s'allier, être en alliance avec deux des hommes les plus connus, les plus puissants de l'époque. Cléopâtre était une femme extrêmement intelligente. D'ailleurs, elle avait une intelligence stratégique très développée. Elle savait notamment comprendre les dynamiques de pouvoir. Et cette capacité notamment à lire les dynamiques de pouvoir et aussi de manipulation, ça va être extrêmement important pour les femmes qui portent l'archétype de la reine. Et souvent, voyez-vous, les femmes qui portent l'archétype de la reine, pour beaucoup, elles ont souvent aussi une intelligence, je dirais, stratégique qui est très importante. Parce que, rappelez-vous, l'archétype de la reine est guidé par le pouvoir et par l'expansion. Et on ne peut pas acquérir du pouvoir si on n'est pas capable de lire des dynamiques de pouvoir, les dynamiques de structure de pouvoir. D'accord ? Et cette femme, Cléopâtre, c'était une femme qui pouvait lire à merveille ces dynamiques de pouvoir et qui avait surtout une intelligence stratégique très développée. Et c'est ça, précisément, de mon point de vue, je pense, qui a su faire qu'elle a pu attirer à elle des hommes qui eux-mêmes étaient drivés par la volonté de pouvoir et d'expansion. Parce que voyez-vous d'ailleurs, nous sommes dans une génération où beaucoup de personnes souhaitent avoir le pouvoir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la notion de pouvoir, c'est un peu un mot tabou. C'est un peu un mot que si tu dis « moi je veux avoir du pouvoir », on va vous regarder de manière un petit peu bizarre. Mais en réalité, le mot pouvoir n'est pas un gros mot. Tout le monde cherche à avoir plus de pouvoir. Ce sont juste des choses que les gens ne disent pas ou n'osent pas dire parce que ce n'est pas bien vu, ce n'est pas politiquement correct de dire que je souhaite avoir plus de pouvoir. Mais pourtant, tout le monde cherche à avoir du pouvoir. Et beaucoup de personnes sont prêtes parfois à trahir pour avoir plus de pouvoir. Regardez, lorsque vous êtes au travail, il y a des dynamiques de pouvoir. Il y a un manager, il y a un responsable, il y a des salariés lambda et même dans les salariés, il y a celui qui gagne un peu plus que les autres parce qu'il a un meilleur statut, etc. Et il y a des dynamiques de pouvoir partout où nous allons. Lorsque vous êtes par exemple à l'école, il y a notamment les populaires, les filles connues, les filles belles, les filles intelligentes, etc. Et en fonction notamment de ces dynamiques de pouvoir, certaines vont être en haut de la hiérarchie et d'autres vont être en bas. Et donc le pouvoir en réalité il est partout et il s'exerce en tout lieu et en tout temps. Même dans votre famille, il y a également des dynamiques de pouvoir. Dans un lieu, lorsqu'une femme arrive dans un lieu, elle doit être capable de lire le lieu. Elle doit être capable de lire les dynamiques de pouvoir qui se passent notamment dans cette salle. Les personnes qui détiennent le pouvoir, en réalité, vous verrez que ce ne sont pas souvent les personnes les plus bavardes, mais ce sont les personnes qui savent lire les structures. D'ailleurs, mesdames, en parlant de pouvoir, voyez-vous, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup notamment de femmes qui vont prodiguer des conseils au sujet des relations amoureuses. Comment avoir un homme riche? Allez vous asseoir dans un hôtel 5 étoiles, buvez un café à 2 € et là il y aura un homme riche qui va venir parce que vous êtes vraiment trop belle. Mesdames, s'il vous plaît. Non, moi je suis désolée, je ne suis pas partisane de ce genre de discours. Vous savez, en réalité, les hommes de pouvoir, ils s'allient à des femmes de pouvoir. Rares et très rares sont les hommes de pouvoir qui vont s'allier à des femmes qui ne sont pas des femmes de pouvoir. Ne nous mentons pas et ne nous racontons pas des balivernes. Je suis là pour vous dire la vérité, d'accord? Les hommes de pouvoir, ils s'allient à des femmes de pouvoir. Et voyez-vous, le pouvoir n'est pas toujours quelque chose qui manifeste. Le pouvoir n'est pas toujours quelqu'un qui a de l'aura et qui parle fort et puis on regarde que lui dans la salle. Absolument pas. En réalité, le véritable pouvoir, souvent, il s'exerce dans la discrétion. Les personnes souvent qui sont le plus visibles sont souvent ceux
qui ont le moins de pouvoir. Lorsque vous apprenez à lire les structures de pouvoir, eh bien vous allez remarquer qu'en général, les personnes qui sont le plus mis en avant, c'est souvent même ceux qui ont le moins de pouvoir. Le pouvoir n'est pas toujours visible. Beaucoup de pouvoirs en réalité sont intangibles. Les personnes qui ont du pouvoir ont souvent un pouvoir qui est intangible. Et lorsque je dis que les hommes de pouvoir, ils s'allient à des femmes de pouvoir, c'est qu'une femme qui a du pouvoir, parfois, elle peut avoir un pouvoir qui est immatériel. Son réseau, son intelligence, son capital social, culturel, intellectuel, familial. Voyez-vous d'ailleurs, en parlant de Cléopâtre et de l'archétype de la courtisane, notamment dans la vidéo où je vous parlais de l'archétype de la courtisane, je vous expliquais une chose, mesdames, c'est que initialement, le mariage était des alliances de pouvoir familial, d'accord? Les personnes se mariaient pour pouvoir étendre et asseoir leur pouvoir, leur expansion et leur souveraineté dans un environnement spécifique. D'accord? C'est véritablement les personnes qui avaient de forts capitaux, notamment financiers, qui se mariaient avec d'autres personnes qui avaient également un capital. Et véritablement, le mariage par amour n'était pas la norme. On ne se mariait pas par amour, on se mariait par stratégie. Beaucoup de femmes, notamment lorsqu'elles étaient issues de familles royales ou de familles qui avaient un fort capital économique, ils se mariaient afin d'étendre leur capital économique et pour l'asseoir. Donc le mariage était des alliances de pouvoir. D'accord? Et c'est seulement après que le mariage s'est démocratisé auprès des personnes notamment qui n'avaient pas un fort capital économique. Étant donné qu'ils n'avaient pas un fort capital économique, ils se mariaient entre eux pour pouvoir essayer de survivre le mieux possible. D'accord? Parce que deux valent mieux qu'un. Donc, ils se mariaient pour pouvoir survivre le mieux possible. Et eux, en revanche, ils n'avaient pas un capital économique qui était élevé. Ils se mariaient par amour parce qu'ils n'avaient rien à offrir. Ils n'avaient pas de biens, meubles ou immeubles, ils n'avaient pas des animaux, des fermes ou quoi que ce soit. Donc la seule chose qu'ils avaient à offrir, c'était leur amour. Et c'était déjà très bien, d'accord? C'était déjà très bien. Et donc les familles qui étaient plutôt pauvres ont commencé à elles aussi se marier par amour et aussi pour pouvoir survivre parce qu'elles n'avaient pas de capital économique fort. D'accord? Mais initialement, le mariage était des alliances de pouvoir. Et voyez-vous, mesdames, au début de vidéo, je vous parlais notamment de Cléopâtre. Je vous disais que c'était une femme qui a su développer son sex-appeal. C'est souvent des choses que les femmes qui portent l'archétype de la courtisane maîtrisent à merveille. Comment développer leur sex-appeal, comment véritablement attirer le désir. Et voyez-vous, véritablement, mesdames, une des stratégies de pouvoir qui est également extrêmement utilisée, d'accord, lorsqu'une personne veut asseoir son pouvoir face à une autre personne, ça va être le stimuli de l'odorat. D'accord. C'est une loi du pouvoir que je peux dire, que j'ai constaté véritablement dans les dynamiques structurelles. Lorsqu'une personne simule votre odorat, elle a déjà une forme de pouvoir vis-à-vis de la personne qui sent. D'accord? Et notamment en Afrique, il va y avoir un animal qu'on appelle la civette, d'accord? Qui va être un animal notamment qui ressemble, je dirais, à un furet, d'accord? C'est un animal qui ressemble à un furet. Et en fait, cet animal, lorsqu'il a peur, lorsqu'il est apeuré ou lorsqu'il a fini de se reproduire avec donc un autre animal de la même espèce que lui, cet animal, il va précisément lâcher un liquide qu'on appelle notamment la civette, d'accord? Et ce liquide, c'est un liquide qui est extrêmement fort, d'accord? Et dans ce liquide, il contient des phéromones. Les phéromones, ça va être quelque chose qui va notamment créer en face de la personne qui notamment est en face de nous, du désir.
On retrouve des phéromones notamment chez les animaux qui souvent lorsqu'ils sont dans leur période, notamment ils souhaitent se reproduire, eh bien ils vont produire notamment des phéromones, mais également chez les végétaux, d'accord? Chez les végétaux également, il y a véritablement une libération des phéromones. Les phéromones, ce sont des substances chimiques assez proches, mais la grande différence, c'est qu'elles sont fabriquées, puis envoyées à l'extérieur de l'organisme pour agir, voire exciter un autre individu. Alors, ces phéromones sont émises par la plupart des animaux et même par certains végétaux et elles vont agir sur des individus de même espèce. Il y a de nombreuses classes de phéromones qui peuvent déclencher de nombreux types de comportements, agression, fuite, reproduction ou encore marquage de territoire. Ces molécules peuvent se trouver dans la peau, la sueur, la salive, les sécrétions vaginales ou même dans les urines ou les selles. Et cet animal, notamment qu'on appelle la civette, est un animal qui produit ce liquide qui est la civette. Et cette civette va être extrêmement utilisée, aujourd'hui un peu moins. Aujourd'hui on utilise plutôt le musc, mais à l'époque on utilisait beaucoup en fait du liquide de civette. Et ce liquide, ça va être un liquide qui est extrêmement odorant. Mais lorsque notamment cette odeur donc de civette, elle est travaillée avec notamment des plantes, parce que vous voyez le parfum c'est souvent des plantes, va être travaillé avec des plantes, ça va vraiment créer en réalité beaucoup de désir chez la personne notamment qui va nous sentir. On parle parfois, voyez-vous, de parfums qu'on appelle aphrodisiaques. Aphrodisiaque notamment vient de la déesse de l'amour chez les Grecs qu'on appelait la déesse Aphrodite. Et la déesse Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, de la fertilité, de la reproduction. En général, notamment dans les traditions telles qu'en Égypte antique, lorsque les femmes avaient du mal à enfanter, et bien souvent ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles faisaient des offrandes, notamment à cette déesse, donc Aphrodite, pour enfanter, d'accord? Pour revenir notamment à tout ce qui est parfum aphrodisiaque. Les parfums aphrodisiaques sont véritablement des parfums qui stimulent l'odorat. Et quand ils stimulent l'odorat, ils stimulent l'odorat dans une partie bien précise de notre cerveau d'ailleurs, qu'on va appeler le cerveau limbique, qui est la partie de notre cerveau qui est en charge de nos émotions. D'accord? Donc lorsque notre odorat est stimulé, ça crée une émotion au niveau de notre cerveau limbique. Prenez un individu de sexe masculin et mettez-le dans un espace clos en présence d'un individu féminin. Vous croyez qu'il ne se passe rien? Et pourtant, à leur insu, ces êtres communiquent en émettant des phéromones. Lorsque nous émettons des phéromones, nous les émettons pour tout le monde. Dans une soirée, lorsque nous dansons, lorsque nous transpirons, nous émettons beaucoup de phéromones, mais ils sont jetés à la cantonade. Elles ne vont pas atteindre telle ou telle personne. Les phéromones sont des molécules chimiques sécrétées par les glandes exocrines situées chez la femme comme chez l'homme au niveau des aisselles et des parties génitales. Elles se propagent en se dispersant dans l'atmosphère, puis sont captées par d'autres personnes. Les phéromones remontent alors à travers les fosses nasales via notre système olfactif principal. Puis elles activent ensuite des cellules nerveuses connectées à l'hypothalamus, la plaque tournante de la sécrétion des hormones qui régule les fonctions reproductives. C'est précisément ça qui fait qu'une femme est capable de prendre le pouvoir en face d'un individu notamment. D'accord? Et donc lorsqu'une femme, elle comprend ça. Voyez-vous d'ailleurs lorsque vous partez en date, pour celles qui partent en date, lorsque vous partez en date, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini de vous préparer, en général vous allez mettre votre meilleur parfum. Pourquoi est-ce que vous mettez ce parfum? D'accord? Pour stimuler en face de la personne, le désir, l'attraction. Souvent, d'accord? Et donc véritablement lorsqu'on comprend ça, on comprend que l'odorat c'est vraiment un sens qui, pour la femme, a énormément, notamment, qui est capable de lui faire prendre le pouvoir, en général, sur les personnes, notamment, qu'elle peut fréquenter, d'accord? Et ça va vraiment être quelque chose que les femmes, et surtout les femmes de pouvoir, comme par exemple Cléopâtre, maîtrisaient à merveille. Et ça joue également dans le développement du sex appeal, parce qu'en réalité, le sex appeal, comme les personnes l'appellent, c'est beaucoup plus une question de perception de ce qu'une personne te fait ressentir que véritablement au sujet de ce que la personne est. C'est souvent au sujet de ce que la personne
vous faire ressentir. Donc le sex appeal, c'est pas vraiment ce que la personne est, elle est trop sexy ou autre, non. En général, le sex appeal, c'est la capacité qu'a une personne à faire ressentir des émotions fortes dans l'esprit de la personne qui la regarde. C'est souvent ça, en réalité, le sex appeal. Donc lorsqu'une femme, elle apprend à maîtriser et à stimuler notamment l'odorat de la personne en face d'elle, souvent, elle a déjà gagné la partie. Au-delà de l'archétype de la reine que portait Cléopâtre, cet archétype également de la sage, par sa capacité à lire les structures et notamment les dynamiques de pouvoir, etc. Elle avait également l'archétype de la courtisane. Et enfin, je pense que c'était une femme qui savait maîtriser son absence et sa présence. C'est souvent le propre de l'archétype de la mystique. Les femmes qui portent cet archétype de la mystique, souvent, il est aussi souvent lié à l'archétype de la reine. Il y a, je dirais, un lien un peu fin et étroit entre l'archétype de la reine et l'archétype de la mystique, d'accord? Parce que toute femme qui est portée à avoir du pouvoir doit maîtriser sa narrative. Elle doit maîtriser son absence et sa présence. Et je l'avais déjà dit, je pense, dans ma vidéo au sujet de l'archétype de la mystique, justement, lorsque je vous parlais de cet archétype, à quel point j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui ont cet archétype, notamment dans leur structure dominante, parce que c'est un archétype qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important de développer. On ne peut pas, lorsqu'on est une femme qui est sur une dynamique, notamment d'élévation sociale, d'être une femme qui ne sait pas maîtriser son absence et sa présence. Souvent, les gens, pour créer en fait la fascination dans l'esprit des gens, il va être important de maîtriser l'absence et la présence. Les femmes qui savent créer cette fascination autour d'elles, remarquez, Beyoncé, une femme qui maîtrise à merveille cet archétype notamment de la mystique. Elle maîtrise sur le bout des doigts son absence et sa présence. Ce qui fait que lorsqu'elle apparaît, c'est un événement. Parce qu'elle sait quand apparaître et quand disparaître. Donc le contrôle de l'information, pour toute femme qui souhaite acquérir ou asseoir son pouvoir, ça va vraiment être extrêmement important. Donc développer cet archétype de la mystique en soi, c'est vraiment, je dirais, primordial, d'accord? Surtout lorsqu'on est dans une dynamique d'élévation sociale ou d'ascension sociale, d'accord? L'information, c'est une des ressources les plus importantes qu'une personne peut avoir à votre sujet. C'est la raison pour laquelle on ne partage pas toute information, et d'autant plus lorsque ce sont des informations qui sont confidentielles ou qui peuvent compromettre votre réputation, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'authenticité. On va vous dire, non mais t'inquiète, tu peux être toi-même, tu peux te montrer, mais sous tous les jours possibles, aucun jugement, ici on est fun, on est nous-mêmes, on est authentique, etc. Mesdames, ce genre de discours, c'est des discours de personnes qui n'ont pas compris les dynamiques de pouvoir. Lorsqu'on ne comprend pas les dynamiques de pouvoir, on est comme on est, venez comme vous êtes, etc. Lorsqu'on est une femme qui est en train de s'élever socialement, on lit les dynamiques de pouvoir et on fait le nécessaire pour mettre en place des choses qui vont contribuer à asseoir notre pouvoir, notre autorité et notre expansion. D'accord? Cette narrative de l'authenticité à tout prix avec tout le monde, elle va vous desservir, en tout cas sur le long terme. Et surtout si vous êtes une femme qui est portée à avoir du pouvoir dans la vie et sur cette terre. D'accord? Il faut absolument avoir le contrôle de l'information. Les personnes qui ont du pouvoir, elles contrôlent les informations sortantes et les informations entrantes. Ça va vraiment être indispensable, d'accord? L'authenticité à tout prix, comme on veut, avec n'importe qui, ce n'est pas quelque chose qui sert aux femmes qui veulent avoir du pouvoir. Ça va même vous desservir parce que, croyez-moi, les gens vont se servir des informations qu'ils ont contre vous pour un jour ou l'autre venir vous discréditer, pour un jour ou l'autre venir vous abaisser. Et surtout lorsque vous êtes une femme qui va avoir de l'impact. Les personnes vont aller chercher dans votre passé pour avoir une information pour venir dire « Non, mais vous savez, elle n'est pas si extraordinaire que ça. En réalité, voilà, ils vont créer des narratives à votre sujet. »
Mais si vous n'avez pas été capable de maîtriser les informations, alors je suis d'accord, on ne peut pas maîtriser toutes les informations, mais on peut maîtriser du moins les informations que l'on donne. Et ça, pour toute femme qui veut s'élever, ça sera vraiment je dirais, un attribut indispensable à maîtriser, mesdames. Véritablement, mesdames, eh bien, je dirais que la maîtrise de ces 4 éléments, d'accord, de ces 4 éléments, ça a véritablement été des éléments extrêmement importants et qui ont rendu Cléopâtre mémorable. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque ce nom, eh bien, ça nous évoque tous quelque chose de différent. Peut-être d'autres pensent à sa beauté, d'autres à son intelligence, d'autres à... Voilà, peu importe ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on évoque ce nom. L'important, c'est que quelque chose vous vienne à l'esprit. Et donc, pour devenir mémorable, il faut que, comme cette femme, vous puissiez créer suffisamment de polarité autour de vous, de manière à avoir un message ou une aura suffisamment clivante pour que ça puisse créer soit de l'admiration, soit de la réfraction. Mais quand il y a une émotion qui est associée à votre personne, c'est ça qui fait que vous devenez mémorable. En réalité, les gens, vous serez une femme banale, et c'est ok, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de mal à être une femme banale, d'accord? Mais si vous voulez être une femme de pouvoir, vous devez être capable de susciter des émotions autour des personnes qui vous entourent en réalité. C'est ça qui vous rendra mémorable. Les gens ne se souviennent pas de vous. Les gens se souviennent des émotions que vous leur avez fait ressentir. Et peu importe que ces émotions soient positives ou négatives, dès lors qu'une personne a été capable de susciter en soi des émotions, et des émotions sur du long terme, notre cerveau ne l'oublie pas. Et c'est précisément la maîtrise notamment de ces éléments qui font que certaines femmes sombrent dans l'oubli et certaines femmes deviennent mémorables. Donc, j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et surtout que vous avez appris quelque chose au travers de cette vidéo. Pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir vous retrouver, mesdames. Après quand même 3 semaines d'absence, voyez-vous, en ce moment, en termes de régularité, je vous l'accorde, c'est très moyen. Mais je suis en train de passer des concours qui sont extrêmement importants, notamment dans le cadre de ma profession d'ailleurs. Donc, vous savez, je travaille dans le monde notamment juridique et j'ai des concours très importants que je suis en train de passer en ce moment. Et donc, je me concentre dessus. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident en ce moment pour moi de maintenir la régularité, mais je fais de mon mieux, mesdames. Donc, j'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment avec moi. Si cette vidéo vous a plu, mesdames, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien rater aux prochaines vidéos. Et surtout, eh bien, à me laisser votre petit avis ou votre ressenti en commentaire. Moi, c'est toujours un plaisir, mesdames, de pouvoir vous lire, d'accord? Je vous fais, moi, plein de gros bisous. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous et hydratez-vous très bien aussi parce que cette semaine, il risque de faire un petit peu chaud. Des bisous, mes beautés.